ça va être quoi? Ils vont pouvoir frapper, matraquer n'importe qui dans la rue, il y aura rien. Beaucoup font référence au roman 1984 de George Orwell. Big Brother te regarde. 1984 de George Orwell. La volonté de changer de Bell Hooks. À côté des casseroles et des fumigènes, une autre arme de contestation massive prend son ampleur en 2023, les livres. Le mouvement carton plein, devenu Book Block, n'a plus peur d'être provoque. Il brocarde des couvertures géantes au bout de manches en bois et crée une convergence des luttes dont l'épicentre se trouve en librairie. Je m'appelle Lorraine Malka et vous écoutez le podcast Les Voix du Livre. À chaque épisode, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Les Voix du Livre. Séquence 1 en ouverture. Marie Fouquet, tu es journaliste à Livre Hebdo, spécialisée actu, économie du livre et critique littéraire. Tu es allée pour le dernier numéro à la rencontre des librairies militantes qui deviennent des espaces de combat décisifs dans les mouvements sociaux en France. Est-ce que tu dirais que c'est un phénomène récent ? Alors, pas vraiment. En fait, c'est le fruit d'une longue histoire, si j'ose dire, parce qu'on pourrait remonter dans les années 60 et à la création donc, de Joie de lire de Maspero, François Maspero, qui a aussi créé les éditions La Découverte. Et Joie de lire était un espace de discussion, d'échange politique. C'était un lieu dans lequel on venait aussi rencontrer un peu des sympathisants, enfin des amis aussi, qui étaient dans la lutte, qui étaient dans les revendications sociales et politiques. En 1956, j'ai eu la possibilité d'acquérir une librairie qui s'appelait La Joie de lire. À ce moment-là, c'était la guerre d'Algérie. On ne pouvait pas rester indifférent à cette idée très simple qui est qu'un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre. François Maspero, 2013. Comme l'a dit Saint-Just. En fait, c'était aussi un lieu où on pouvait, on avait l'espace de liberté de parler notamment des luttes anticolonialistes ou antifascistes, des luttes aussi pour les conditions de travail. Et malheureusement, la librairie de Maspero a fait faillite à cause de ce qu'on appelle le vol révolutionnaire. Donc voilà, on était vraiment au cœur d'une espèce d'émulsion comme ça politique des années 60 qui a donné 1968, comme on le sait tous. Et alors, tu disais que Maspero a donc créé aussi une maison d'édition qui est devenue les éditions de la Découverte. Au départ, ça s'appelait les éditions Maspero, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était quelque chose de récurrent, le fait que les librairies militantes ressentent le besoin de créer leur propre maison d'édition pour éditer les auteurs qui ne sont pas publiés forcément ailleurs ? Ça ou l'inverse, en fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, mine de rien, à la limite, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Libertalia, même si c'est un peu plus contemporain. L'actuelle librairie, au départ, devait être l'espace de bureau, en fait, des éditions Libertalia. Il s'est trouvé que dans cet espace, ils ont commencé à mettre les livres de leur fonds, que les amis ou professionnels qui passaient étaient très intéressés de voir ici, en fait, l'ensemble du catalogue de Libertalia, qu'au fur et à mesure, justement, les éditeurs amis ont apporté leurs propres livres pour commencer à constituer une bibliothèque, en fait, qui, peu à peu, a généré un tel attrait et curiosité des gens du quartier, etc., que c'est devenu une librairie. On arrive en 2023, le contexte a évolué, est particulièrement chaud les derniers mois, les dernières années. Carton plein, Book Block, sont des noms qui ont de la force. Comment ça se traduit, ces mouvements-là ? Est-ce que tu les as observer. Alors, Book Block, du coup, c'est un collectif de salariés dans le monde du livre. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans la librairie, on est aussi dans les bibliothèques et dans différentes sphères comme ça du monde du livre. Et donc, des salariés. Donc, on est sur un cas de revendication du droit du travail social, quoi. Et Book Block, en fait, c'est la construction donc, de panneaux de revendication à porter en manif, quoi, avec des couvertures de livres qui pourrait laisser penser à des boucliers. Pourquoi des boucliers ? Pour faire réponse en fait à la violence des pratiques policières qui s'exercent en manifestation, et pour montrer qu'en face il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de gaz, mais il y a du livre, il y a de la réflexion, il y a des références, il y a un héritage intellectuel. Et c'est ça qui est symboliquement très fort.
Ce qui est frappant aujourd'hui, et je pense que tout le monde peut s'en rendre compte en passant devant n'importe quelle librairie, c'est que les livres engagés sont quand même très mis en avant. Il y a des rayons qui se créent, même dans les librairies généralistes consacrées au féminisme, aux luttes sociales. Est-ce qu'il a été compliqué pour toi de distinguer les librairies militantes des librairies généralistes qui ont un versant d'une dimension plus militante aujourd'hui ? Alors, pas vraiment. Parce que aujourd'hui, des thématiques comme qui étaient autrefois il n'y a pas si longtemps, réservées au militantisme, sont aujourd'hui des tendances. En fait, ça se voit surtout sur les événements et les auteurs qui sont invités à ces événements dans chacune des librairies. C'est ça qui distingue les librairies militantes. Ouais, je pense que les événements. C'est celle qui offre la possibilité réelle de pouvoir mener une vraie discussion, débat avec un auteur et donc ses lecteurs. Ou par exemple des pratiques qui peuvent se développer comme l'arpentage. L'arpentage, c'est une méthode de lecture collective issue justement du 19e siècle et des classes ouvrières qui n'avaient pas le temps en fait de lire Le Capital en gros et qui se partageaient le livre à lire par chapitre et par personne, et qui ensuite se réunissaient et restituaient leur partie. Donc du coup, ça générait des discussions qui permettaient de comprendre l'ensemble de l'œuvre, et en plus, avec la richesse et la diversité, la singularité de lecture, l'arpentage, c'est un phénomène, c'est une pratique assez intéressante, mais qui demande du temps, quand même un minimum, et qui demande aussi une circulation de la parole, donc le respect de la présence de chacun, etc., qui est déjà une démarche, à mon sens, politique. Bienvenue à toutes. On va passer 2 heures ensemble donc dans 2 groupes différents, et du coup l'arpentage c'est pas ici. L'arpentage, on va rentrer un petit peu dans l'univers d'Albertine Sarrazin. Les parleuses. Libre. Quelles sont les librairies militantes que tu es allée rencontrer et que tu as choisies pour cette enquête ? Alors, j'aurais pu aller en voir beaucoup d'autres, mais déjà, je suis restée un peu sur la zone parisienne, même si je parle, par exemple, de la Plume Noire à Lyon, de la Nuit des Temps à Rennes. Sur celles que j'ai vraiment mises en avant, il y en a 3. Il y a donc Libertalia, dont je vous parlais, à Montreuil. Il y a Publico, qui est la plus vieille librairie libertaire de Paris, qui est dans le quartier du coup de République aujourd'hui, mais qui a été au quai de Valmy auparavant. Et il y a les Parleuses. Alors, la librairie des Parleuses se situe donc à Nice, et est tenue par 2 femmes, un couple de femmes, Anouk et Maude. Et en fait, j'ai voulu les mettre en avant parce que, en fait, il s'agit d'une librairie féministe, donc qui met en avant des titres féministes, mais qui se revendique pas tant que ça. En fait, c'est assez naturel, ça se voit d'emblée. Il n'y a pas écrit librairie féministe sous les parleuses. Et donc, qui, là encore, organise des événements où elles invitent des autrices à parler de leurs livres. Et en fait, il s'est passé quelque chose de fâcheux, si j'ose dire, en décembre dernier. C'est qu'elles avaient invité Hélène Devinck pour son livre Impunité sur l'affaire Poivre d'Arvor. Et à cette occasion, il y a des colleuses de Nice qui ont demandé l'autorisation au libraire qui était d'accord d'afficher un message qui sème l'impunité, récolte la colère. Libraire, un métier pas facile, Sébastien Thème. On va écouter l'aventure singulière d'une librairie à Marseille. À Nice, oui. Libraire, un sacerdoce et peut-être plus Anouk et Maude de la librairie des Parleuses à Nice, dont les vitrines de la librairie ont été recouvertes de drap noir le 9 décembre dernier lors du passage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Des vitrines sur lesquelles étaient collés les messages suivants: qui sème l'impunité récolte la colère, violeur on vous voit, victime on vous croit, au-dessus d'une pile d'exemplaires du livre d'Hélène Devinck, Impunité. Ça a créé un mouvement d'indignation dans toute la France de la part des librairies qui ont été très solidaires. C'est ça, il y a eu un collectif de librairies qui se sont mises à elles-mêmes en fait faire afficher des messages sous le modèle des colleuses en soutien aux parleuses pour ce qui leur est arrivé. Et sur les réseaux sociaux aussi, on en a beaucoup parlé. C'était assez fort. C'est fort parce que symboliquement, c'est dur, c'est de la censure de librairie, à un endroit où précisément on ne touche pas à la pensée, quoi. Et est-ce que tu as eu l'impression que les dernières années ou même dans l'histoire, c'était récurrent que ces librairies-là soient la cible d'attaques En fait, ça va un petit peu avec la présence de l'extrême droite. Si aussi il y a de l'antifascisme, c'est qu'il y a du fascisme.
Donc en fait, là où vont s'organiser les antifascistes, ils vont être attaqués par les fascistes. C'est malheureusement incontournable. Ça peut aller de la vitrine brisée avec des messages charmants néo-nazis à carrément le coup de couteau d'une personne qui après peut-être va être repérée comme une personne psychiquement troublée ou que sais-je, mais qui véhicule quand même et est animée par des idées de l'extrême droite. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une solidarité, un tissu de solidarité qui se crée entre les libraires? Ouais, je pense. En tout cas, ils ont l'air un peu tous de se connaître, comme j'en ai appelé quelques-uns. Ça traduit quelque chose, ça traduit une volonté, un besoin, à mon avis aussi, des populations à se retrouver, à échanger, à discuter ensemble, à s'indigner ensemble, à faire front ensemble, à être solidaires, parce que effectivement, il y a des conditions de plus en plus dures, voire autoritaires. Et justement, ton reportage donne à la fois à s'inquiéter sur ce qu'on décrivait, mais aussi à se réconforter et à sentir qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe quand même dans notre époque et qui se reflète vraiment dans ce mouvement des libraires. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a frappé? Justement, c'est intéressant de reparler aussi de la joie de lire de Maspero, parce qu'en fait, le militantisme, c'est de la joie, c'est des élans, des pulsions de vie. C'est toujours intéressant, stimulant, et ça donne aussi de la joie en fait de rencontrer des personnes qui œuvrent à travers le livre pour des causes politiques. Après, en effet, on sait qu'on est dans un contexte qui se durcit. Il ne faut pas être dupe. Enfin, le truc, c'est de tenir cet équilibre, effectivement, entre la joie, les élans, pulsions de vie et en fait la menace toujours plus grande de l'extrême droite qui arrive dans nos zones les plus confortables, entre guillemets, quoi. Et dont les librairies sont des sortes de caisses de résonance quand même assez incroyables, aussi bien du côté joyeux que du côté violent. C'est vraiment ce qu'on ressent à travers ton papier. Merci beaucoup Marie Fouquet. On peut déjà retrouver ce reportage sur les librairies militantes dans le numéro du mois de mai de Livre Hebdo. Est-ce que on peut te demander sur quoi tu travailles en ce moment? Quel est ton prochain reportage? Alors prochainement, on va travailler avec une autre journaliste de Livre Hebdo sur une enquête sur le livre d'occasion. Donc là, ça n'a rien à voir, mais sur les nouvelles pratiques en librairie et ailleurs du livre d'occasion, et dans quelle mesure le livre d'occasion pourrait être aussi une zone de recherche pour les éditeurs et les auteurs. Très bien, merci beaucoup Marie. Merci à toi. Séquence 2. En chemin. Nous sommes le 5 juillet 2023. Je suis à la librairie À la Marge, qui a ouvert ses portes il y a pile un mois à Montreuil. C'est situé dans une petite rue à côté d'une alimentation générale, une épicerie, fruits et légumes. Bonjour, bonjour. Lorraine, enchantée. Oui, Fanny. 47,60 €, s'il vous plaît. Et ça va, ça marche bien? Ouais, franchement, ouais. On est vraiment ravis. L'accueil du public, du quartier est vraiment très chouette. Ouais. Et nous, on est contents. J'ai l'impression que tout le monde est content, quoi. Donc, oui, c'est bien. Donc c'est cool. Vous voulez votre ticket? Oui, je veux bien. La librairie À la Marge, c'est une librairie généraliste, familiale et de quartier, dans laquelle on peut trouver tous les rayons, de la littérature aux sciences humaines, en passant par la bande dessinée, les mangas, la jeunesse, les beaux-arts, les livres pratiques. On est une librairie qui se veut très généraliste. On souhaite être le plus inclusif possible. En revanche, généraliste ne veut pas dire qu'on ne fait pas de choix et qu'on n'a pas sélectionné précisément notre fond et les livres qui sont mis en avant. On s'appelle À la Marge, évidemment pour la marge du livre, mais aussi surtout pour ce que les marginalités représentent pour nous. C'est l'endroit où on se sent le mieux finalement, les marginalités, que ce soit à la marge, les marges de la société où fourmillent les luttes, les possibles. Et puis bien sûr il y a Montreuil qui est la marge de Paris, donc voilà. Bon, là on a ouvert depuis un mois, donc là ça fait un mois qu'on pratique quotidiennement le métier de libraire qu'on connaissait déjà par ailleurs. Mais la vérité c'est que pour monter le projet de la création de librairie, il fallait des compétences, pas de libraire en fait. Il fallait des compétences en architecture, pour nous en ingénierie, des compétences financières, des compétences de gestion, des compétences de communication. En fait, le vrai métier de libraire, on l'exerce depuis un mois. Oui, je suis du quartier, je vis à quelques dizaines de mètres d'ici.
Et je suis très content que cette librairie ait réussi à ouvrir. Je trouve que c'est un acte militant, un acte engagé d'ouvrir cette librairie ici, notamment dans ce quartier. Là, c'est des histoires qui sont adaptées pour 2 ans. Voilà. Par exemple, moi j'aime bien cette histoire-là. C'est l'histoire d'un chien qui fait que des bêtises. Mais je la connais. Ah, tu connais? C'est mon cousin, c'est mon petit cousin qui l'a. Ah, d'accord. Bon, bah tu vois. Ça, c'est une histoire que j'aime bien. En fait, c'est un lieu qui fait... C'est un poumon de quartier. Ça fait respirer et vivre tout le monde, une librairie. Elle a une identité forte. C'est 2 femmes qui l'ont montée et elle est marrainée par Titiou Lecoq pour avoir un vrai matrimoine et non pas un patrimoine de livres. Est-ce que vous voulez mettre des initiales pour pouvoir les reconnaître? Alors, Titiou Lecoq, je suis autrice et à côté de chez moi, il n'y avait pas de librairie. Et donc, quand j'ai appris par des amis communs, etc., que Julie et Fanny voulaient monter une librairie, elles hésitaient entre plusieurs quartiers et il y avait le mien, j'ai dit mais oui, dans ce quartier, il faut une librairie. Et j'avais même déjà pensé moi-même à en monter une avec une copine. Et après, on s'était rendu compte que c'est pas possible d'écrire des livres et d'ouvrir une librairie, c'était un peu compliqué. Et donc voilà, donc j'étais très très motivée, mais très intéressée par l'ouverture, vraiment en me disant mais ça va être ma seconde maison, cette librairie. C'est exactement ça. Il y a eu une fête chez moi. J'ai invité les filles, elles ont rencontré tous les gens du quartier, les voisins, les parents d'élèves, etc. Et de rencontre en rencontre, c'est comme ça qu'elles ont pu trouver aussi le local, rencontrer le propriétaire du local. Donc vraiment, ça s'est fait du bouche à oreille, etc. Et après, j'étais en soutien psychologique. Parce que monter un projet comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des moments où on se dit oh, mais ça va pas se faire, on va jamais y arriver. Et depuis, je ne sers plus à grand chose. Depuis, je passe tous les jours, voire 2 fois par jour. Oui, non, mais c'est vraiment sur mon chemin pour aller au métro, pour aller acheter mes poireaux, enfin, pour aller chercher les enfants à l'école. Donc voilà. Et le résultat, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben alors déjà, esthétiquement, elle est magnifique. Et c'est magique ce qu'elles ont réussi. Et après, il y a un vrai changement, je trouve, dans la rue et dans le quartier. Le fait qu'il y ait cette ouverture, les gens s'arrêtent, les gens entrent, et je sais pas, j'ai l'impression que ça a changé un peu la vie du pâté de maison, en tout cas. Ce qu'on dit sur les librairies, ça crée du vivre ensemble. Là, c'est exactement ça qui se passe. Génial. Merci. Merci, Titiou. Eh ben... Est-ce que je suis une bonne... Ça va, je suis une bonne marraine. Ah ouais. Mais surtout, tu sais, faut trouver le bon truc, pas être trop près, trop. Mais attends, parce que... en même temps, quand même là, tu vois. Bon, j'allais acheter mes poireaux. Mais va. Merci Titiou, à bientôt. Alors pour ce podcast, nous avons conçu un partenariat avec les éditions Duno, un temps de formation au métier de libraire. Les éditions Duno éditent sous les marques Duno et Armand Collin des livres de transmission du savoir à destination des professionnels, des étudiantes et étudiants et du grand public pour rendre le savoir, même le plus exigeant, accessible à tous. Aujourd'hui, on se réfère au livre qui s'appelle La boîte à outils du libraire chez Duno. Je vous ai demandé, Julie et Fanny, de choisir dans ce livre une rubrique. Vous avez choisi la rubrique signalétique qui se trouve dans le chapitre Animer sa librairie. Alors, je vous ai demandé de placer des gommettes aux endroits qui vous ont interpellé, qui vous paraissent intéressants. Vous en avez placé 3. La première que vous avez placée, c'est l'objectif de la signalétique. Pourquoi vous avez réagi à ce conseil-là? L'important dans la signalétique, en fait, son premier usage, c'est à destination des personnes qui visitent la librairie. C'était important pour nous que ces personnes, elles puissent être en autonomie, qu'elles n'aient pas forcément besoin de nous pour se repérer. D'une part, parce qu'elles n'ont pas forcément envie de nous parler. Voilà. Et d'autre part, parce que nous, il peut arriver qu'on soit déjà en train de s'occuper de quelqu'un. Après, c'est important aussi, en tant que libraire, de quand même faire en sorte d'envoyer le message que nous, on reste là, afin de montrer qu'on est à dispo. J'aimerais bien dire que la signalétique aussi, elle est importante parce qu'elle permet de marquer un positionnement. Enfin, c'est des données qui sont vraiment qui apportent beaucoup, quoi. Ouais, c'est un vrai marqueur de l'identité de la librairie. Exactement. Tout en étant un outil incontournable, en fait. Ouais. La deuxième gommette, c'est une signalétique n'est pas établie ad vitam aeternam. On a mis une gommette sur cet endroit-là parce que pour nous, la librairie dans son ensemble, c'est pas un commerce immuable. C'est hyper important de faire varier
ce qu'il y a sur les tables, d'essayer des agencements qui sont plus cohérents parce que ce livre va mieux avec ce livre ou parce que... parce que tel rayon grandit. Voilà. Par exemple, il y a 10 ans, le rayon féminisme en librairie, il existait quasi pas ou alors que dans certaines très bonnes librairies. Et aujourd'hui, chez nous, il prend tout un pan, quoi. Donc, Et du coup, les matériaux qu'on a utilisés pour faire la signalétique, on a fait vraiment très attention au fait qu'on puisse les bouger. Parce qu'on savait déjà qu'on allait tout bouger au bout d'un moment, enfin pas tout bouger, mais qu'on allait bouger beaucoup de choses et que c'était important pour nous justement d'avoir la possibilité de le faire. Donc la 3e gommette que vous avez placée, c'est déterminer ou faire déterminer un graphisme pour la signalétique. Pourquoi ça a été un enjeu pour vous je pense... Julie. Je pense déjà simplement pour des enjeux de lisibilité. Et après, on a la chance d'avoir une amie, Anna, qui fait de la calligraphie et qui nous a donc réalisé avec ses petites mains nos panneaux pour les grands domaines. Et je pense que le côté écrit à la main, on l'a réfléchi aussi comme un truc assez fait maison en fait. Voilà. Qui participe de l'endroit qu'on veut accueillant, et je pense que le fait que ce soit écrit à la main, ça se prend pas trop au sérieux et donc voilà. Super. On remercie les éditions Duno pour leur participation à notre capsule Transmission des savoirs. Je vous remercie beaucoup, Julie et Fanny. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que la vie de la librairie ressemble à ce premier mois d'ouverture. On n'aurait pas pu rêver mieux. Merci. Je quitte Julie et Fanny de la librairie à la marge, direction Livre Hebdo pour la suite de cet épisode. Séquence 3, en haut de la pile. C'est la 3e partie de ce podcast, la rubrique En haut de la pile, enregistrée à la rédaction de Livre Hebdo. La bande des critiques s'installe autour de moi. Je suis entourée de Fabienne Jacob. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne, tu es critique littéraire à Livre Hebdo, spécialisée en littérature jeunesse. Sean Rose, bonjour Sean. Bonjour. Sean, critique à Livre Hebdo de littérature, d'essais et de beaux livres. C'est bien ça. Oui, c'est ça. On est aussi avec Jacques Brunstein, rédacteur en chef de Livre Hebdo. Bonjour Jacques. Bonjour Lorraine. Alors, on est parti. La règle est simple. Vous avez 2 minutes chacun pour nous parler du ou des livres qui vous tiennent le plus à cœur à la rentrée littéraire de l'été 2023. Il faut être concis, sélectif et partager vos plaisirs. Si l'un d'entre vous dépasse le chrono, les autres peuvent lui couper le sifflet. Qui commence ? Allez. Honneur à Fabienne Jacob. Les femmes et les enfants d'abord. Moi, je suis plutôt un enfant. Alors, dans cette rentrée de septembre, beaucoup de belles choses. C'est la moisson de la beauté en littérature jeunesse, mais il a fallu faire un choix. Donc, j'en ai choisi 2. Un album d'une toute jeune illustratrice qui a ébloui mes mirettes. C'est Nuit de chance de Sarah Chevaux. De quoi s'agit-il ? Un petit garçon entre de nuit dans une forêt et parmi les ombres furtives se glisse un lièvre magnifique, un renardeau et toute une famille de cerfs, et à la fin aussi un être beaucoup plus massif, bourru, préhistorique, un sanglier. C'est un album entièrement au fusain. Et le fusain fait des couleurs magnifiques, des couleurs vert sombre, anthracite, noir, qui épousent la nuit et la forêt la nuit, qui rendent le tremblé, l'aspect complètement magique et un peu fantastique de la forêt la nuit. Et à la fin, cette autrice, Sarah Chevaux, nous livre les fabrications du fusain qu'elle a confectionné elle-même avec toutes les essences de bois qui sont dans la nature, alors du bouleau, mélèze dorée, en passant par le chêne, l'abricotier, enfin c'est magnifique. Et c'est pour quel âge ? Merveille des merveilles. Alors là, je dirais que c'est même pour les parents, tellement c'est beau. Elle a fait ça dans une classe au départ et elle a vu que les petits étaient à fond, donc elle a décidé d'en faire un album jeunesse et c'est une grande réussite. Est-ce que tu as un deuxième coup de cœur ? Oui, très vite. Alors, un roman, parce que moi, je suis beaucoup plus album que roman. Le deuxième est un Anglais, Richard Ayoade. C'est un humoriste anglais. Et ça s'appelle Le livre que personne ne voulait lire, chez Helium. Et donc, c'est l'histoire d'un pauvre livre paumé, complètement oublié sur les rayons poussiéreux d'une vieille bibliothèque anglaise, avec une bibliothécaire qui est constellée de bave à force de dire « chut ».
Et donc, ce livre, personne n'en veut. Même pas les insectes papivores ne sont séduits par lui. Il est complètement abandonné. Donc, il fait part de sa révolte et de sa mauvaise humeur. Et c'est très, très drôle. Et c'est illustré par Thor Freeman. Voilà. Petit livre. Alors, on va rappeler les titres et les maisons d'édition. Nuit de chance de Sarah Chevaux chez La Partie. Le livre que personne ne voulait lire de Richard Ayoade et Thor Freeman chez Helium. Et ça paraît à la rentrée, c'était pour la partie jeunesse. Merci Fabienne. Merci. Sean, c'est à toi. La partie vieillesse, donc. Moi, j'ai choisi, c'était quand même très difficile de choisir, hein, mais j'ai pris un livre, le nouveau livre de Gaspard Koenig, qui s'appelle Humus, qui est chez l'Observatoire et qui prend l'objet de l'écologie comme une fiction. Donc, il met en scène deux jeunes ingénieurs agronomes qui veulent appliquer les théories d'un certain professeur sur le compost, le lombricompost. Le compost fait par des vers de terre. Donc, c'est un peu un amicalement vôtre au petit pied parce que c'est deux milieux différents. Il y a Arthur qui est plutôt citadin et Kevin qui vient de la campagne, lui, et ils vont avoir des chemins croisés, mais ils vont vouloir appliquer cette technique pour faire du compost avec des vers de terre. Alors, ils brossent des portraits qui valent leur pesant de cacahuètes bio, parce qu'il y a une naturopathe. Voilà, vraiment, c'est prenant parce que au début, j'avais peur d'un roman à thèse. J'avoue que, on sait tous que Gaspard Koenig est très intelligent, et le problème des gens très intelligents, c'est qu'ils ne font pas toujours des bons romans. Et là, c'est qu'il y a vraiment des personnages avec leurs failles, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Deuxième coup de cœur ? Oui, alors ça, c'est un livre de Adia de Charrière. Elle nous plonge dans un imbroglio psychique d'un médecin légiste qui va avoir 50 ans, qui a peur de mourir. Il a toujours eu peur de mourir. Et en fait, finalement, il confronte cette peur en étant médecin légiste, c'était au plus près de la mort physique. Alors, il a une vie tout à fait simple, assez bourgeoise. Il est marié, il a 2 enfants. Normalement, il est heureux. Mais en fait, il y a cette narration avec une voix assez blanche, voire grise, un peu à la Meursault de L'étranger. Il va tomber amoureux d'une fille qui est une jeune psychothérapeute qui doit faire son diplôme, qui s'appelle Elma. Et un jour, elle disparaît. Et une nuit, on le réveille en pleine nuit, on dit il y a quelqu'un qu'on a retrouvé en bas du ravin et on ne sait pas si le cadavre, c'est cette fille. Et c'est pas tellement un polar, c'est vraiment une vraie anatomie ou une autopsie des sentiments. Ok, alors Adia Descharrières et Gaspard Koenig, donc ça paraît... Adia Descharrières, donc ça s'appelle Formol chez Alma, éditeur, et Gaspard Koenig, c'est Humus à l'Observatoire. Donc 2 romans de la rentrée littéraire qui sont les coups de cœur de Sean Rose. Merci Sean. Jacques, je crois que tu as un coup de cœur en rentrée étrangère. Oui, le nouveau roman de Joyce Ménard, L'Hôtel des Oiseaux, chez Philippe Ray. Alors moi, c'est un roman qui m'a littéralement aimanté. On connaît Joyce Ménard parce que elle a été la petite amie de Salinger. Elle a raconté ce que c'était de vivre avec un homme beaucoup plus âgé qui passe pour un génie. Mais elle a toute une œuvre beaucoup plus personnelle. Et là, dans son nouveau roman, elle raconte un petit peu sa vie. Il faut dire, elle vit en Amérique centrale. Et elle invente un personnage, Amélia, qui a eu des drames dans sa vie et qui échoue au bord d'un lac en Amérique centrale, où elle rencontre une femme avec beaucoup de caractère qui l'accueille dans son hôtel. Et puis la femme meurt et elle hérite de l'hôtel. Et c'est une histoire de construction, puisqu'il y a des orages, il y a des catastrophes naturelles, il faut constamment refaire l'hôtel, refaire le jardin, et de reconstruction, puisque je ne vous raconte pas ces drames, on va laisser un petit peu de suspense, mais cette femme a besoin de se reconstruire. C'est une histoire de sororité, parce qu'elle va tisser des liens avec cette femme, avec les habitants du village. C'est une histoire d'échange culturel, puisque c'est une Américaine qui va devenir finalement un personnage important dans un village d'Amérique centrale. Bref, ça m'a beaucoup plu et c'était pas pratique parce que c'est un roman de 500 pages de la rentrée étrangère et j'avais toute la rentrée française à lire, mais j'arrivais pas à le lâcher. Alors, on a le gros pavé Joyce Ménard qui est sur la table, hein, d'où les boum-boum sur la table. Jacques, tu avais un autre coup de cœur Oui, j'ai lu un livre, une espèce d'ovni, La propagandiste de Cécile Desprairies. Alors moi, je ne connaissais pas Cécile Desprairies, mais c'est une grande historienne de la collaboration. Et grosso modo, d'après son âge, elle vient de partir à la retraite. Et là, elle avoue tout.
Elle avoue que pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée à la collaboration? Parce qu'en fait, sa mère était nazie. Elle a eu une mère qui était une propagandiste qui travaillait pour Signal, le journal allemand en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait des affiches de propagande. Et toute sa jeunesse, elle est née en 57, je crois, elle a eu à la maison cette famille où on disait « Ah, quand même, c'était bien sous l'occupation. Depuis, vraiment, les Juifs ont pris le pouvoir. » Enfin, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et le livre est parfaitement glaçant et parfaitement maîtrisé parce qu'on a cette distance de l'historienne qui sait ne pas tomber dans le pathos, et en même temps on a cette proximité de cette jeune femme qui ose dire voilà, j'ai grandi dans ce monde ignoble, je crois que c'est le mot, et c'est une expérience éprouvante, mais je pense que c'est un grand livre, et ça s'appelle La propagandiste de Cécile Desprairies au Seuil. Alors dans ce que vous nous avez dit, on a de l'histoire avec un grand H, on a des frissons, j'ai l'impression, on a aussi des enjeux de société, écologie, des choses qui reflètent un peu les mouvements de société. Après les lettres, les chiffres, Jacques Bronstein, tu as un chiffre du mois, je crois que c'est le nombre de livres à paraître à la rentrée cette année, c'est toujours un chiffre assez attendu. Est-ce que tu me casses complètement mon effet, je comptais dire 466. Et puis, marquer un temps. Alors, on refait. Jacques Bronstein, le chiffre du mois. Le chiffre du mois, c'est 466. Ah. C'est le nombre de romans qui sortent à la rentrée littéraire. L'année 2010, on était à 711 romans. Certains diront « Ah bah, c'est parce que ça marche moins bien ». C'est pas complètement faux. Mais il faut aussi voir le bon côté, c'est que moins de romans, c'est des romans qui seront mieux accompagnés par leur éditeur, par leur service de presse, par les libraires. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut bien comprendre que pour les maisons d'édition, c'est un travail difficile parce qu'on a des auteurs avec qui on travaille depuis des années. Et puis, à un moment, on a le courage de dire, voilà, cette année, on va faire 4, 5, 6 romans pour les plus grosses maisons. Parce que ceux-là, on pourra les accompagner, et bien les accompagner, plutôt que d'en faire 10 ou 12 qu'on jettera dans la nature, un peu comme des bébés tortues qui essayent de rejoindre la mer. Non, il y a une volonté de bien accompagner les romans. Et donc voilà, mon chiffre, c'était 466. Le malheur de certains auteurs fait le bonheur de certains autres. On peut dire ça comme ça. Et oui, c'est l'éternelle roue de la fortune littéraire. Alors, on termine quand même avec les lettres. De mon côté, je vous recommande aussi, le plus rapidement possible, un roman que j'ai adoré, que j'offre à tout le monde autour de moi en ce moment. Il ne sort pas à la rentrée. Il est paru au mois de mai chez Harper. Il s'appelle La Jurée. Premier roman de Claire Géano, qui est podcasteuse, justement. L'histoire d'une trentenaire, Anna, qui est tirée au sort pour être jurée d'assises dans le procès d'un couple accusé d'avoir empoisonné et étranglé leur grand-tante, une vieille dame dont ils s'occupaient pourtant très bien depuis des années et qui est leur voisine. On suit les 5 jours de procès presque en temps réel à travers le prisme d'Anna qui, pendant ces 5 jours, voit ressurgir dans sa mémoire et dans chaque aspect de sa vie un drame de son enfance qu'elle avait complètement occulté et qui la relie à sa petite sœur Maxime. C'est tellement saisissant que j'ai eu l'impression de le lire en apnée. J'avais qu'une envie chaque matin et chaque soir, c'était de retrouver ce procès et aussi Anna et sa petite sœur Maxime qui sont très très attachantes. C'est construit comme un thriller psychologique et c'est un roman sur les non-dits familiaux, les fausses pistes de la mémoire et la façon dont on peut s'accrocher aux histoires qu'on s'invente, un peu comme aux jambes de sa mère quand on est petit et qu'on a peur, jusqu'à ce que le réel finisse par nous rattraper immanquablement. C'est vraiment lumineux et bouleversant. Merci à tous les 3. On se retrouve bientôt pour parler des 460 autres livres de la rentrée littéraire. Et bonne lecture en attendant, bon été. Merci. Merci. C'était Les Voix du Livre, un podcast produit par Livre Hebdo, présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Cet épisode a été soutenu par les éditions Actes Sud, qui publient notamment à la rentrée de l'été 2023 Mathias Enart, Sylvain Coher, Yasmine Chamy, Clara Arnaud, Loïc Merle, le primo-romancier Clément Camard-Mercier ou encore le grand Lionel Trouillot. Merci à eux pour le soutien. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!